Bienvenue dans The Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans le monde du business en ligne. Plus précisément, comment on crée une offre irrésistible pour attirer des clients. On a des extraits du livre Digital Self-Made et vos notes, ça va être passionnant. Prêt à décortiquer tout ça? Absolument. C'est fou le nombre de personnes qui rêvent de réussir en ligne mais qui se plantent sur les bases. Euh, Et ces sources, ça donne un vrai plan d'action concret. On va dénicher des trucs étonnants, vous allez voir. Ok, top. On commence par le commencement alors. Comment on valide une niche? Le livre parle d'une checklist en 3 points. Exactement. Et attention, on ne parle pas de suivre son intuition. Là, on parle de données, de vraies données. Analyser les recherches pour voir si les gens cherchent vraiment ce que vous proposez. Et puis, regarder la concurrence. Et ça, quoi ou non, c'est plutôt bon signe. Attendez, la concurrence, c'est positif. Expliquez-moi ça. Imaginez, si d'autres gagnent de l'argent dans votre niche, ça veut dire qu'il y a des clients, des gens prêts à payer. Le but, c'est pas d'éviter la concurrence, c'est de la comprendre. On va parler de concurrents directs et indirects d'ailleurs. D'accord, donc plus il y a de concurrents qui cartonnent, plus ça valide la niche. Mais comment savoir si une niche a du potentiel pour faire vivre un business? Le livre, il met en avant 3 critères. D'abord, le nombre de personnes dans la niche. Difficile d'avoir un chiffre exact, hein, mais en analysant le volume de recherche sur des mots-clés précis. Si on a plusieurs mots-clés avec plus de 1000 recherches par mois, c'est un bon début. Ensuite, est-ce que des concurrents font du chiffre d'affaires? Si oui, c'est positif. Ça prouve que les gens paient pour des solutions dans ce domaine. Donc si je veux vendre des cours de yoga en ligne, je dois vérifier combien de personnes cherchent cours de yoga en ligne ou apprendre le yoga chaque mois. Et voir si des sites ou des profs gagnent déjà leur vie avec ça. Exactement. Et le troisième critère, c'est l'existence de problèmes. Des problèmes importants, pas résolus dans la niche. Votre business, il doit apporter une solution à un vrai problème, un truc qui persiste. Intéressant. Donc il n'y a pas que la demande, il faut aussi que l'offre actuelle, elle ne soit pas suffisante, quoi. Tout à fait. Votre offre, elle doit apporter un vrai plus. Une fois la niche validée, le livre parle de développer un super pouvoir pour vendre. Vous savez quoi? L'empathie. L'empathie, en quoi c'est un atout pour vendre? C'est se mettre à la place du client, comprendre ses envies, ses peurs, ses frustrations. Un peu comme un acteur dans un one-man show, vous voyez. Il observe, analyse, comprend son public pour créer une connexion, un truc profond. Ah oui, je vois. En marketing, on parle de persona pour représenter le client idéal. Il faut vraiment cerner ses motivations, ses freins. Exactement. Le livre, il propose un exercice d'ailleurs. Créer un tableau, 3 colonnes, je veux, je fuis et je crois que. Ah ouais, pas mal ça. On l'utilise comment, ce tableau, concrètement? Dans je veux, vous listez au moins 10 raisons profondes qui poussent vos clients à agir. Je fuis, vous notez 10 situations qu'ils veulent éviter. Et dans je crois que, 10 fausses croyances qui les bloquent. Donc, si je reprends l'exemple du yoga en ligne, dans je veux, je veux me sentir plus souple, je veux moins stresser, ou je veux améliorer ma posture, par exemple. Parfait. Dans je fuis, on pourrait avoir je ne veux pas me blesser, je ne veux pas perdre du temps avec des cours nazes ou je ne veux pas me ruiner. Et dans je crois qu'il y aurait des trucs comme je suis trop vieux pour commencer le yoga, je suis pas assez souple ou le yoga c'est trop spirituel pour moi. Ok, là, je comprends mieux. Oh, En se mettant dans leur tête, on peut adapter son discours et son offre pour vraiment les toucher. c'est ça. On passe ensuite à la construction de l'offre. Le livre, il propose une formule. J'aide ma niche à atteindre un résultat désiré sans ancienne solution, grâce à ma nouvelle opportunité. C'est clair cette formule. Ça met en avant les bénéfices pour le client direct. Ouais, et il faut bien distinguer l'offre de la nouvelle opportunité. L'offre, c'est ce que vous vendez. Un produit, un service, une formation. La nouvelle opportunité, c'est une nouvelle approche, une méthode pour atteindre un but. Donc, pour mes cours de yoga, l'offre, ce serait la formation en ligne, avec des vidéos, des séances en direct, etc. La nouvelle opportunité, ça pourrait être une méthode d'apprentissage progressive et personnalisée, pour faire du yoga en sécurité chez soi, sans avoir besoin de matos spécifiques. Excellent exemple. En vendant la nouvelle opportunité, vous démarquez, vous attirez des clients qui cherchent un truc innovant. D'accord. Il ne s'agit pas de faire comme tout le monde, mais d'apporter une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire. Tout à fait. Il faut se mettre dans la peau du client et comprendre son parcours, du problème à la solution. Identifier ses obstacles, les solutions qu'il a essayées sans succès, ses frustrations. Le livre donne un exemple d'un entrepreneur qui a aidé un coach sportif à développer son business en ligne en analysant son quotidien et en identifiant ses points faibles. Ouais, en comprenant les galères du coach, manque de temps, difficulté à trouver des clients, Papras, il a pu proposer des solutions.
Automatiser des tâches, mettre en place une stratégie marketing efficace, c'est là que la compréhension du client, elle est essentielle. C'est fascinant de voir comment l'empathie peut transformer une offre banale en un truc vraiment irrésistible. Mais au-delà du problème, faut apporter des solutions, des vraies. Exactement. L'auteur, il insiste sur l'importance d'apporter des solutions sous forme de comment faire. On ne dit pas juste je vais vous aider à maigrir, on explique comment, étape par étape, des exemples, des outils, des méthodes précises. Ouais, les clients, ils veulent du concret, des actions à mettre en place. C'est ça. L'objectif, c'est de les guider vers la réussite, leur donner un plan d'action clair et précis. D'accord. On a parlé de la niche, de l'empathie, de la construction de l'œuf. Maintenant, on passe à la notion de stack. C'est ça. Oui, le stack, c'est tout ce qui compose votre offre et qui lui donne de la valeur. C'est ce qui va la rendre irrésistible. Donc, pour les cours de yoga, le stack, ça peut être des vidéos, des séances en direct, un guide de posture, un accès à une communauté en ligne, des méditations guidées. Exactement. Plus votre stack est riche et varié, plus la valeur perçue de votre offre grimpe. Et donc, plus les clients seront prêts à payer. Mais faut pas non plus rajouter des trucs inutiles pour faire genre. Ah non, bien sûr. Chaque élément, il doit être pertinent et apporter un vrai plus au client. Il faut se demander, qu'est-ce qui pourrait encore améliorer les résultats de mon client? Et on construit le stack en fonction de ses besoins et de ce qu'il veut. Le livre conseille de lister tous les problèmes que les clients pourraient rencontrer et de proposer une solution pour chaque problème. Oui, c'est une bonne méthode pour avoir un stack complet et pertinent. Par exemple, si un client a peur de manquer de temps pour suivre les cours, on peut inclure un accès illimité aux vidéos, des séances plus courtes ou un programme adaptable à son rythme. On anticipe les objections et on rassure le client. Malin. En anticipant, on montre qu'on comprend vraiment leurs besoins. Exactement. Et c'est important de formuler les solutions comme des bénéfices. Au lieu de dire accès illimité aux vidéos, on dit apprenez à votre rythme, quand vous voulez, où vous voulez, sans pression. On met en avant les avantages pour le client. C'est plus percutant, c'est clair. On parle leur langage et on leur montre comment l'offre va améliorer leur vie. Mais une fois qu'on a cette offre irrésistible, comment on la valorise? Comment on fixe un prix qui reflète sa vraie valeur? Bonne question. L'auteur, il consacre une partie du livre à la psychologie du prix. Il insiste sur le fait de créer un sentiment de bonne affaire. La valeur de l'offre, elle doit être supérieure au prix. Le client, il doit avoir l'impression d'en avoir pour son argent, voire plus. D'accord, il faut qu'il ait l'impression que c'est une super opportunité. Exactement. L'auteur, il donne l'exemple d'une formation à 7 000 euros. Le prix peut paraître élevé, mais il explique comment il justifie ce prix, en détaillant le contenu, les bonus, l'accompagnement, les résultats obtenus. Il compare aussi avec d'autres formations ou un coaching individuel pour montrer que c'est justifié. Donc, en montrant que la valeur réelle, elle est bien plus élevée que 7 000 euros, il incite les clients à investir dans sa formation. Ouais, et il utilise aussi le storytelling. Il raconte son histoire, ses difficultés, ses erreurs et comment il a trouvé la solution qu'il propose. En partageant son histoire, il crée une connexion émotionnelle avec le client et renforce la valeur de son offre. Intéressant. C'est pas juste vendre un produit, c'est partager une expérience, créer une relation de confiance. Tout à fait. Et la présentation de l'offre, c'est important aussi. L'auteur, il insiste sur des visuels de qualité, des témoignages vidéo, une mise en page soignée. L'aspect visuel, ça joue beaucoup dans la perception de la valeur. Carrément. Bien. Une offre bien présentée, ça inspire confiance et ça donne envie d'en savoir plus. L'auteur donne plein de conseils pour créer des pages de vente percutantes, des vidéos captivantes, etc. Super. On a vu comment construire une offre irrésistible, la valoriser et la présenter. Maintenant, comment on la booste pour maximiser les ventes. Là, l'auteur, il s'appuie sur 3 leviers. L'émotion, la logique et l'urgence. Intéressant. Vous pouvez nous en dire plus sur ces 3 leviers. L'émotion, c'est toucher le cœur du client. On peut le faire en racontant des histoires, en utilisant des images et des mots qui font vibrer. Le livre, il parle de justifier les échecs du client. C'est-à-dire, Montrer qu'on comprend ses difficultés, qu'on a vécu des trucs similaires et qu'on a trouvé des solutions. C'est une façon de dire « je sais ce que tu traverses, je suis passé par là et je peux t'aider on crée de l'empathie en se montrant vulnérable et en partageant ses propres galères, en gros. ». Exactement. On peut aussi encourager les rêves du client en racontant des histoires inspirantes de gens qui ont réussi grâce à votre offre. Oui, c'est leur montrer ce qui est possible et les motiver à passer à l'action. Tout à fait. L'émotion, c'est puissant, mais il faut aussi convaincre l'esprit du client. C'est là que la logique entre en jeu. Donc, apporter des preuves, des chiffres,
Des arguments rationnels. Oui, on utilise des statistiques, des études de cas, des témoignages de clients satisfaits, des comparaisons avec la concurrence, etc. L'objectif, c'est de prouver la valeur de l'offre de manière logique et concrète. Le livre mentionne aussi l'utilisation de bonus pour renforcer l'offre. Oui, c'est efficace. En offrant des bonus gratuits en plus de l'offre principale, on augmente la valeur perçue et on incite à l'achat. Par exemple, des modèles de documents, des scripts de vente, des interviews d'experts. Exactement. On peut aussi utiliser des garanties pour rassurer le client. Par exemple, une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Donc, en combinant l'émotion et la logique, on a une offre irrésistible. Mais il y a encore un truc, l'urgence. L'urgence, c'est créer un sentiment de manque, de rareté, de dernière chance. Comment on crée ce sentiment d'urgence? On peut utiliser des offres limitées dans le temps, des quantités limitées, des bonus exclusifs qui disparaissent après une date, des messages qui mettent en avant la rareté de l'opportunité. Le livre parle aussi de fixer des deadlines. Oui, très efficace. En fixant une date limite, on crée une pression positive et on encourage le client à acheter maintenant. Ok, l'urgence, c'est important. Il faut faire attention à ne pas tricher. Ah oui, jamais mentir au client ou créer une fausse urgence. Ça nuit à votre crédibilité. L'urgence, elle doit être réelle et justifiée. On a vu comment booster l'offre, mais comment on la présente au client? Comment on la vend? C'est là qu'on utilise les funnels, ces étapes qui guident le client vers l'achat. Ah oui, les fameux funnels, on en entend beaucoup parler. L'auteur, il présente 3 types de funnels. Le sales funnel, le webinar funnel et le lead funnel. C'est quoi la différence entre ces 3 types? Le sales funnel, c'est simple et direct, idéal pour vendre des produits pas chers. Le client arrive sur une page, il est convaincu, il clique, il achète. Ok, le funnel classique. Exactement. Après, il y a le webinar funnel, plus complexe, pour vendre des produits plus chers. Le client s'inscrit à un webinaire gratuit, on présente le produit en détail, on répond aux questions et on propose une offre spéciale. C'est un bon moyen de créer l'urgence. Oui, le webinaire, ça permet de créer une connexion avec l'audience et de montrer son expertise. Et enfin, il y a le lead funnel pour générer des prospects qualifiés. Le client télécharge un truc gratuit contre son email, on l'ajoute à une liste et on lui envoie des emails pour le convertir en client. Donc le lead magnet, c'est une carotte pour attirer des prospects. Exactement. L'auteur, il donne plein de conseils pour créer des lead magnets irrésistibles, des pages de vente qui convertissent, des webinaires captivants. Il parle aussi de techniques plus pointues, comme le closing par téléphone et la vente de produits high ticket. Waouh! On a vu beaucoup de choses. On a décortiqué les étapes pour créer une offre irrésistible et la vendre. Ouais, on a fait un sacré tour d'horizon. Valider une niche, comprendre son client idéal, construire un stack, utiliser l'émotion, la logique, l'urgence, choisir le bon funnel de vente. C'est une vraie boîte à outils pour réussir en ligne. On a bien décortiqué la création d'une offre irrésistible, mais une fois qu'on l'a, comment on la fait connaître? La pub payante, c'est souvent un passage obligé pour booster un business en ligne. Ah oui, c'est clair, on entend parler de Facebook Ads, Google Ads. Mais par où on commence? Comment choisir la bonne plateforme? L'auteur, il insiste sur le fait de choisir une plateforme qui correspond à votre public, à votre business. Au début, mieux vaut se concentrer sur une seule, jusqu'à ce qu'on maîtrise bien les bases. Logique. Mieux vaut expert sur une seule que novice sur plusieurs. Mais comment savoir quelle plateforme est la plus adaptée? Ça dépend de votre client idéal. Où est-ce qu'il passe son temps en ligne? Quel genre de contenu il consomme? Il faut comprendre ses habitudes pour choisir la plateforme où il sera le plus réceptif à votre message. Donc si je cible des jeunes adultes branchés mode et beauté, Instagram serait un meilleur choix que LinkedIn par exemple. Exactement. Une fois qu'on a choisi la plateforme, faut définir un budget. L'auteur, il conseille de commencer petit et d'augmenter progressivement en fonction des résultats. Approche prudente. On va pas claquer tout son budget sans savoir si ça marche. Bien sûr. Faut aussi fixer un objectif clair pour chaque campagne. Est-ce qu'on veut faire des ventes, augmenter la notoriété de la marque ou juste récolter des emails? L'objectif, ça va influencer le type de pub et le ciblage. D'accord? Un objectif clair, ça permet de mesurer l'efficacité et d'ajuster si besoin. Exactement. L'auteur recommande aussi de tester différents messages publicitaires. Ce qui cartonne pour une audience peut tomber à plat pour une autre. On fait du A/B testing, quoi. Voilà. On crée plusieurs versions de l'annonce avec des textes, des images, des appels à l'action différents. Et on analyse les résultats pour voir ce qui marche le mieux. Une approche scientifique de la pub. Tout à fait. L'analyse des données, c'est essentiel pour optimiser et maximiser le retour sur investissement. Il y a aussi une technique intéressante, le retargeting. Le retargeting, c'est quoi au juste? Imaginez, quelqu'un visite votre site, regarde un produit, mais il ne l'achète pas.
Le retargeting, ça vous permet de lui montrer des pubs ciblées sur ce produit, même après qu'il ait quitté votre site. Ah oui, je vois. On lui rappelle ce qu'il a raté. Exactement. Les gens qui ont déjà montré un intérêt, ils sont plus susceptibles de devenir clients. Le retargeting, c'est un outil puissant pour les convertir. La pub payante, ça peut vraiment booster un business, c'est clair. Mais il y a aussi les stratégies à long terme, non? Oui, la pub, c'est important, mais ça suffit pas. L'auteur, il met l'accent sur la construction d'une audience et la création de contenu de valeur. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de marketing de contenu, mais concrètement, comment on construit une audience? D'abord, choisir la bonne plateforme. Un blog, une chaîne YouTube, un podcast, un compte Instagram. L'important, c'est de choisir une plateforme où votre audience traîne et où vous pouvez partager du contenu qui les intéresse. Si je suis un fou de cuisine et que je veux partager mes recettes, un blog ou une chaîne YouTube, ce serait plus pertinent qu'un compte LinkedIn par exemple. Exactement. Ensuite, il faut créer du contenu de qualité. Pas juste de la pub pour vendre vos produits. Il faut apporter de la valeur, informer, divertir, inspirer, aider à résoudre des problèmes. L'idée, c'est de donner un truc utile et intéressant aux gens pour qu'ils aient envie de vous suivre et de revenir. Tout à fait. Et il ne faut pas hésiter à promouvoir son contenu. Le partager sur les réseaux, l'envoyer à sa liste email. Plus vous le diffusez, plus vous avez de chances de toucher du monde. Et une fois qu'on a une audience, faut l'entretenir, non? Absolument. Il faut interagir avec elle. Répondre aux commentaires, aux questions, faire des sondages, des jeux concours, montrer qu'on est à l'écoute. L'idée, c'est de créer une vraie communauté autour de son business, pas juste des followers passifs. Exactement. En construisant une audience et en créant du contenu de valeur, vous créez un actif durable pour votre business. C'est une stratégie à long terme qui peut générer des revenus passifs et vous permettre de développer un business solide. Oui, c'est comme planter une graine et l'avoir poussée au fil du temps. Mais au-delà des stratégies, des techniques, il y a aussi l'état d'esprit, le fameux mindset, qui compte pour réussir. L'auteur consacre une partie du livre au mindset du millionnaire. Il met en avant 3 piliers: la gestion du temps, le dépassement de soi et le principe de Pareto. Commençons par la gestion du temps. Pourquoi c'est si important pour un entrepreneur? Le temps, c'est la ressource la plus précieuse pour un entrepreneur. Il faut l'utiliser intelligemment, se concentrer sur les tâches qui comptent vraiment. L'auteur recommande d'identifier les tâches chronophages qui rapportent peu et de les éliminer ou les déléguer. Plus facile à dire qu'à faire. On a souvent tendance à s'éparpiller, à se laisser distraire par des trucs secondaires. C'est vrai, c'est un piège. L'auteur conseille de planifier ses journées, de fixer des objectifs clairs pour chaque tâche et d'utiliser des outils de gestion du temps pour rester organisé. Oui, il faut être méthodique et discipliné pour optimiser son temps. Et le deuxième pilier, c'est le dépassement de soi. Exactement. L'auteur, il encourage à sortir de sa zone de confort, à se challenger, à ne pas avoir peur de l'échec. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Il y aura des obstacles, les moments de doute. Il faut être prêt à persévérer. C'est clair, il faut une bonne dose de résilience et de détermination pour réussir en tant qu'entrepreneur. Oui, et c'est important de s'entourer de gens positifs, inspirants, qui vous soutiennent. Un bon entourage, ça peut tout changer. Et le troisième pilier, c'est l'application du principe de Pareto. Oui, le principe de Pareto, c'est la règle des 8020. 80% des résultats viennent de 20% des efforts. Il faut identifier ces 20% d'activités qui génèrent 80% de vos résultats et se focaliser dessus. Donc on délègue, on élimine les 80% d'activités qui ne sont pas essentielles. Exactement. Concentrez-vous sur vos forces. Déléguez vos faiblesses. L'auteur donne des conseils pour déléguer, automatiser des processus, externaliser des activités. Ok. La clé, c'est de travailler plus intelligemment, pas plus lentement. Tout à fait. En appliquant ces 3 piliers du mindset du millionnaire, gestion du temps, dépassement de soi et principe de Pareto, vous augmentez vos chances de réussite. On a exploré pas mal d'aspects du business en ligne. L'offre, la vente, la pub, les stratégies à long terme, le mindset. C'est une mine d'or d'infos. Ah ouais, on a fait une vraie plongée dans le sujet. Mais il reste encore des trucs à découvrir. Dans la suite du Deep Dive, on parlera des fausses croyances qui peuvent nous freiner. On reviendra sur les points clés pour passer à l'action. On a parlé de stratégie, de techniques de vente, de mindset. Mais un autre truc important que le livre aborde, les fausses croyances. Ces trucs qui nous empêchent de passer à l'action, de réaliser nos rêves d'entrepreneurs. Ah oui, ces croyances limitantes, on en a tous, hein. Carrément. L'auteur, il en liste plusieurs. Genre, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas le temps, je suis pas assez compétent. Des trucs souvent ancrés en nous depuis l'enfance qui nous freinent sans qu'on s'en rende compte. Ouais, c'est vrai, on a tous nos peurs, nos doutes qui nous bloquent. Mais comment on fait pour les surmonter? L'auteur, il propose d'utiliser le storytelling, raconter des histoires pour déconstruire ces fausses croyances. Il suggère une structure en 4 étapes. 4 étapes, dites-moi en plus. D'abord, on identifie la fausse croyance. Par exemple, j'ai pas le droit de réussir.
Ensuite, on raconte une histoire perso qui illustre cette croyance. Une expérience, un échec, un truc qui a renforcé cette croyance. Troisième étape, on montre comment on a surmonté cette croyance. Le déclic, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait pour changer de perspective? Et enfin, le bénéfice de ce changement. En racontant une histoire perso, on aide le client à se projeter, à croire qu'il peut changer lui aussi. Exactement. L'objectif, c'est de créer un aha moment, un moment de prise de conscience pour se libérer de ses croyances. Puissant, ça. Le storytelling, c'est vraiment un outil de transformation. On a vu tellement de choses dans ce deep dive. Si vous deviez résumer les points clés, ce serait quoi? 3 points essentiels, je dirais. 1. Valider la niche. On ne se lance pas sans avoir vérifié qu'il y ait une demande, que des concurrents réussissent et qu'on apporte un vrai plus. 2. Construire une offre irrésistible. Se mettre à la place du client. Comprendre ses besoins, ses frustrations, ses envies. Créer un stack de produits et services qui répond à ses problèmes. Et 3. Le mindset. Croire en soi, en son projet, en sa capacité à réussir. Être prêt à bosser, à apprendre, à s'adapter, à persévérer. De vrais conseils précieux. Merci pour cette plongée dans le business en ligne. J'espère que nos auditeurs ont trouvé plein d'inspiration et d'outils pour se lancer et réussir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site web. Et surtout, n'oublie pas, la réussite, elle est à la portée de tous ceux qui osent rêver grand et passer à l'action.